Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur le plateau de CQFD avec un invité exceptionnel ce matin puisque l'on reçoit André Rouget. Monsieur Rouget, bonjour. Bonjour Monsieur Millan, bonjour Mayotte et bonjour à mes compatriotes mahorais. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ou ceux qui ont oublié qui vous étiez, je rappelle que vous êtes député européen, vous faites partie du groupe Identité Démocratie, vous êtes également le coordinateur de campagne pour l'outre-mer pour le Rassemblement National et notamment Marine Le Pen. Donc ça veut dire quoi, Monsieur Rouget, que vous êtes là déjà en campagne ? Écoutez, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire ce que je fais maintenant depuis 2 jours et qui est pas très gai. C'est en mon nom et au nom de Marine Le Pen, présenter des condoléances à la famille de Monsieur Sofoum Baïdi, qui a été lâchement assassiné vendredi à Bandarabois, ainsi qu'à toutes les familles des gens qui ont été assassinés depuis plusieurs mois maintenant, avec une pensée plus particulière pour les parents de ces 2 lycéens exécutés à la sortie de leur cours au mois d'avril. Et encore, je voudrais assurer toute ma sympathie, Monsieur le maire de Koungou et Monsieur le maire de Ouangani, qui ont eux aussi été victimes de lâches attentats. Et tout cela dans l'indifférence générale au sein du gouvernement et au plus haut sommet de l'État, chez M. Macron, alors qu'en métropole, dès qu'un graffiti est tagué sur un édifice cultuel, religieux, culturel, on voit M. Darmanin arriver toute sirène hurlante et gyrophare tournant pour venir s'émouvoir, alors qu'ici, personne au sein du gouvernement n'a réagi. Alors, ce que vous dites là, André Rouget, répond en partie à ma question. Clairement, avec ce genre de déclaration, vous êtes en campagne. Vous êtes en campagne au nom et au titre de Marine Le Pen, pour le Rassemblement National. Écoutez, nous sommes en campagne permanente, puisque Mayotte est... Vous êtes quand même le coordinateur de campagne de Marine Le Pen. Mayotte est tellement délaissée, abandonnée. Mayotte, comme tout le reste de l'outre-mer d'ailleurs, Mayotte est devenu un nouveau territoire perdu de la République, ce qui fait que nous sommes contraints d'être en campagne permanente en faveur de l'outre-mer en général et de Mayotte en particulier. Vous êtes bien placé pour savoir que Marine Le Pen se considère elle-même comme mahoraise. Elle l'a dit sur ce plateau. Quelle est la seule personnalité nationale d'envergure depuis le retrait de la scène politique de Jacques Chirac à s'intéresser à l'outre-mer et à Mayotte en particulier, qu'elle n'attend pas le dernier moment et les élections pour s'exprimer à propos de Mayotte. Elle intervient régulièrement à l'Assemblée nationale à propos de Mayotte. Elle a d'ailleurs déposé une proposition de loi sur la sécurité à Mayotte. Et dès qu'elle en a l'occasion, elle s'exprime dans les médias nationaux de vos confrères, sur les grandes chaînes, TF1 et les chaînes Info, etc. Donc moi, je suis député européen, effectivement. Je siège au Parlement européen dans la commission du développement régional qui suit plus particulièrement les sujets concernant les RUP, comme on dit dans le Volapuc européen. Les RUP, ce sont les régions ultra-périphériques, et par conséquent Mayotte, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin, mais aussi les Açores, les Canaries et Madère. Dont le président est Younous Omarji, si je ne dis pas de bêtises. Alors, dont le président est Younous Omarji. L'opposé de vous, totalement. Totalement à l'opposé, et où siège également Stéphane Bijoux, député LaREM, qui font part, je dois le dire, à mon égard, du plus grand sectarisme au détriment de l'intérêt général de l'outre-mer. Cet intérêt général qui fait que lorsqu'on doit faire taire les querelles partisanes, les querelles sectaires, pour faire valoir l'intérêt de tout un chacun qui en a besoin. Alors, Marine Le Pen, effectivement, avait déclaré sur ce plateau, elle a dit « Je suis mahoraise ». Alors, elle est certainement mahoraise de cœur. Ça vous a peut-être pas échappé. Bretonno-mahoraise. C'est ça, mais il lui manque encore quelques petits trucs pour être totalement mahoraise, quand même. On va pas rentrer dans les détails. On va rester sur votre rôle de parlementaire sur le plan européen. L'insécurité. On est d'accord qu'on ne peut plus parler de sentiment d'insécurité à Mayotte. Là-dessus, je crois que toutes les classes politiques sont unanimes sur ce sujet. Mais comment Bruxelles regarde cette insécurité ici à Mayotte? Quelle vision a l'Europe
de Mayotte au niveau de l'insécurité? Est-ce qu'ils sont conscients du problème? Malheureusement, je ne suis pas sûr que, hormis votre serviteur ici présent sur le plateau, il y ait grand monde à Bruxelles qui ait une vision quelconque de Mayotte. Ouais. Plusieurs exemples. Alors, pour aborder le sujet de la sécurité, c'est vrai que je me suis à plusieurs reprises entendu dire depuis que je suis arrivé ici, mais pourquoi ne pouvons-nous pas faire appel à Frontex, qui est l'agence de sécurité de l'Union européenne? Encore faudrait-il que Frontex ait une efficacité quelconque, que Frontex soit un véritable corps de garde-frontières et de police aux frontières. Là, pour ceux qui nous regardent, Frontex, c'est en quelque sorte la PAF de l'Europe. Hein? Oui, et encore, si c'était... nos frontières, les frontières européennes. Enfin, sur le papier, oui, c'est ça. Oui, sur le papier, oui, et en fait, certains de mes collègues du groupe Identité et Démocratie et du Rassemblement National sont allés en mission à la frontière gréco-turque pour voir quelle était l'action de Frontex. Et Frontex a juste un rôle de faire en sorte que les éléments ne dérapent pas trop, mais ils n'ont aucun rôle de retenue du flux migratoire. Ouais. Ils font en sorte que ça se passe pas mal, mais ils ne retiennent absolument pas le flux migratoire. Ce fameux flux migratoire, pour revenir effectivement à Mayotte, on reviendra à l'Europe, après on parlera du FEDER, parce que c'est quelque chose qui est important pour Mayotte. Cette mission régalienne qui consiste à protéger nos frontières, le ministre de l'Intérieur est venu, notamment sur ce plateau, il est venu à Mayotte évidemment, et notamment sur ce plateau, où donc M. Darmanin a mis en place, avec M. Le Cornu, le ministre des Outre-mer, un certain nombre d'actions pour renforcer justement nos frontières et la surveillance de nos frontières. Est-ce que, selon vous, ça va être suffisant ? Oui, j'ai aperçu que M. Darmanin était venu avec son copain Le Cornu, avec lequel il a l'habitude de partir en vacances, 15 mois après qu'ils aient été nommés au gouvernement. Pour un ministre de l'Outre-mer, c'est quand même un record, parce que un ministre de l'Outre-mer n'attend pas 15 mois avant de venir à Mayotte. Il vient 15 jours après sa nomination. Donc, si besoin était d'avoir une preuve supplémentaire de la désinvolture de ce gouvernement et du mépris qu'il a à l'égard de Mayotte, c'est une chose. Pourquoi vous êtes aussi dur avec ce qui est fait pour Mayotte? Alors, on peut très bien dire c'est pas suffisant, il faut en faire plus, c'est pas au niveau de l'attente, mais dire qu'il se passe rien, c'est pas complètement juste, Monsieur Rouget. Je ne dis pas qu'il ne se passe rien, je dis que lorsque l'on a l'honneur d'être ministre du gouvernement de la République française, ça induit des responsabilités, certes, mais ça induit des devoirs. Et on n'a pas que des droits. Et lorsque l'on est ministre de l'Outre-mer, on a le devoir de se rendre sur place pour venir au contact de la population ultramarine, et que je trouve qu'il n'est pas normal que monsieur Le Cornu ait attendu 15 mois, tout cela parce qu'il était en campagne électorale en Normandie. Les solutions, monsieur Rouget. On est en campagne, vous êtes en campagne. Quelles solutions, si Marine Le Pen devient présidente de la République en 2022, quelles solutions vous allez mettre en place pour que Mayotte se sente en sécurité et qu'on puisse protéger nos 374 km² seulement, si j'ose dire? Parce qu'il va falloir parler des solutions et du programme. Écoutez, lorsque Marine Le Pen sera présidente de la République... Si elle l'est. Elle le sera. Oui. Lorsque Marine Le Pen sera présidente de la République, elle demandera à son Premier ministre de nommer au gouvernement un grand ministre d'État de l'Outre-mer et de son domaine maritime, ce qui donnera un pouvoir conséquent à ce ministre d'État. Ce sera vous ? Non, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Chaque chose en son temps. Il y a un préalable, comme vous l'avez dit. Il faut déjà que Marine Le Pen soit présidente de la République. Nous, au Rassemblement National, nous ne sommes pas là pour nous distribuer des postes. Donc un grand ministère d'État. Un grand ministère d'État de l'Outre-mer et de son domaine maritime, parce que c'est important, notamment. Et donc dans ce ministère, il y aura quoi comme solution Alors, dans ce ministère, vous savez, tout est question,
de poids politique au sein du gouvernement. Donc Oui. ce poste de ministre d'État conférera un grand poids politique au ministre en question. Donc tout est question de poids politique et de volonté politique. La semaine dernière sont partis en Nouvelle-Calédonie dans la perspective du référendum pour l'indépendance qui doit se tenir début décembre. Oui. 2000 policiers et gendarmes pour renforcer la sécurité sur place. 2000 policiers et gendarmes. Tout cela pour vous dire que lorsque l'on veut, on peut. Donc le gouvernement, Marine Le Pen et son gouvernement auront ce courage, cette volonté politique d'envoyer à Mayotte le temps nécessaire, les effectifs de police et de gendarmes qu'il faudra pour restaurer l'autorité de l'État, dont je rappelle que la protection des personnes et des biens est la première des missions de l'État. Pour gérer nos frontières et gérer le flux migratoire qui, c'est un constat, hein, qui arrive sur Mayotte à longueur de journée, que ce soit les îles voisines, les Comores, Madagascar, on sent de plus en plus. On a encore un exemple, il n'y a pas si longtemps que ça à Madagascar, où les autorités malgaches ont arrêté 46 personnes au départ de Madagascar, des personnes qui étaient candidates à l'immigration et donc à venir sur Mayotte. Ils n'ont pas pu venir, ils ont été arrêtés à temps. Il semblerait que du côté des Comores, le président Azali aurait tendance à vouloir, alors est-ce que ça correspond à une réalité ou pas, mais dans certaines déclarations, à vouloir également participer à cette gestion de l'immigration. Quel sentiment vous avez, vous? Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à gérer l'immigration à Mayotte sans tenir compte de nos voisins? Bien sûr que non, il faut bien évidemment tenir compte de la présence de nos voisins et de l'environnement malgache, comorien, et leur rappeler que la France est une grande puissance et que... Ça, ils le savent, hein. Souvent, ils appellent la France maman. Ils le savent, parfois j'ai le sentiment qu'ils l'ont quelque peu oublié. J'ai en mémoire les déclarations du président Azali sur les ondes de vos collègues de Radio France Internationale au mois d'août 2019. Vous voyez, je suis précis parce que ça m'a particulièrement frappé, propos dans lesquels il disait pourquoi voulez-vous que je reconnaisse l'autorité du préfet de Mayotte? J'ai pas à reconnaître l'autorité d'un fonctionnaire français dans mon pays. Eh bien non, monsieur le président Azali, Mayotte, c'est la France et vous ne pouvez pas indéfiniment tenir des propos outranciers et avoir des provocations telles à l'égard de la France. Alors lorsque Marine Le Pen sera présidente de la République, monsieur le président Azali, vous ne pourrez plus tenir des propos de telle sorte parce que l'ambassadeur de France à Moroni sera rappelé pour consultation au Quai d'Orsay. Votre ambassadeur des Comores à Paris sera convoqué à l'Élysée et la présidente de la République lui dira « Monsieur l'ambassadeur, vous pouvez rentrer à Moroni avec le message suivant pour le président Azali. Monsieur le président, je sais que vous détenez des biens immobiliers et financiers en France, que les membres de votre gouvernement qui ont la double nationalité franco-comorienne détiennent des biens financiers en France. Alors, si vous continuez à provoquer et à être outrancier à l'égard de la France, ces biens seront gelés. C'est quoi, monsieur Rouget? C'est des menaces que vous faites là C'est une mise. Ce ne sont pas des menaces, c'est une mise en garde parce que la France est une grande puissance et avec l'élection de Marine Le Pen à la présidence de la République, elle sera de retour dans l'océan Indien. Mais ces propos ne sont pas de nature à calmer les esprits entre la France et les Comores, entre Mayotte et les Comores. Monsieur, c'est compliqué de trouver des solutions avec un partenaire et en lui tapant dessus. La France est une grande puissance. Oui. La France est une grande puissance. Elle a été une grande puissance, oui. Et elle a vocation à continuer à l'être. Ou à le redevenir. Elle a vocation à continuer à l'être. La France est une grande puissance et elle doit se faire respecter. Elle doit se faire respecter fermement. On ne se fait pas respecter en achetant les gens et en les invitant à l'Élysée avec tapis rouge, en leur signant un chèque de 150 millions qui aurait été mieux utilisé pour l'allongement de la piste aérienne, promesse non tenue du président Macron. Ah, vous êtes dur, parce que là, les coups de pioche vont démarrer sous peu. Sous peu, c'est-à-dire avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron, on va commencer à avoir un certain nombre de choses quand même. Ah bah écoutez, moi j'ai lu dans la presse
lors du passage de M. Lecornu qu'il annonçait que les premiers coups de pioche interviendraient en 2023, c'est-à-dire après l'élection présidentielle. C'est facile, vous savez, de tenir des propos, ça tient un peu du on rase gratis. Il se trouve que dans une vie antérieure, avant d'être élu député européen, je travaillais dans un grand groupe de BTP. Donc je sais quels sont les délais nécessaires pour la mise en œuvre, pour le démarrage d'un chantier. C'est normalement 18 mois, donc on peut prendre 6 mois, même un an de marge, ce qui fait que les travaux devraient démarrer maintenant, voire au mois d'avril. Et qu'est-ce qu'il en est? Monsieur Lecornu a annoncé que ce serait en 2023, et on a en tout et pour tout une maison du projet en petite terre. Donc c'est vraiment des promesses de Gascon qui ont été annoncées par le président Macron. Et une fois encore, les 150 millions donnés au président Azali auraient été mieux utilisés pour la piste. Vous restez avec nous, André Rouget. Vous avez rencontré les caddies hier. Quand quelqu'un du Rassemblement national rencontre les caddies, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent que tout le monde est le bienvenu dans la maison de Dieu. Oui. Tout le monde, mais il semble que c'est une conception que M. Darmanin, ministre de l'Intérieur et des cultes, n'est pas bien intégrée, puisqu'il est venu ici à Mayotte et il n'a même pas daigné rendre visite au Grand Cadi, ce qui est totalement scandaleux, d'autant plus que je me suis aperçu également que le Grand Cadi n'a pas été consulté pour la signature de la charte des Français du culte musulman. C'est vrai. Alors que ici, nous avons la chance d'avoir à Mayotte un islam que je pourrais qualifier de tolérant et de patriote. Modéré. Qu'un islam modéré, tolérant et patriote, qui pourrait tout à fait faire école sur le reste du territoire. Et il y a beaucoup de leçons à prendre et à retenir de la façon dont est pratiqué l'islam à Mayotte, et ça pourrait faire école sur le reste du territoire national. Et M. Darmanin n'a pas eu cette intelligence de comprendre ça. Votre sentiment, vous êtes... J'ai une petite idée de la réponse, hein, mais je dois vous poser la question quand même. Vous êtes plutôt droit du sol ou droit du sang? Écoutez, les choses sont très claires. Marine Le Pen a présenté il y a un mois de cela un grand projet de loi sur l'immigration qu'elle soumettra le moment venu, après son élection à la présidence de République, à référendum de l'ensemble des Français, de l'ensemble du peuple français. Donc l'ensemble du peuple français, ce sont bien évidemment nos compatriotes de métropole et tous les Français d'outre-mer, donc les Français de Mayotte, qui se prononceront dans ce référendum sur ce projet de loi sur l'immigration. Il y a 4 volets importants. Le premier volet, précisément, concerne le droit du sol qui sera aboli. Il en sera terminé du droit du sol. Donc clairement, un enfant qui naîtra à Mayotte ne sera pas systématiquement français. Ça veut dire que les femmes étrangères qui viennent accoucher à la maternité de Mamoudzou, leur enfant sera de leur nationalité. Si elles sont comoriennes, leur enfant sera comorien. Si elles sont malgaches, leur enfant sera malgache. Pour être français, il faudra avoir un papa et une maman français. Et voilà. Donc, ça, c'est le premier volet. C'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est... on en termine avec les prestations sociales pour les migrants. C'est-à-dire que les migrants n'auront plus droit à rien, à absolument rien. Alors hier, sur une autre chaîne, votre collègue m'a dit « mais c'est déjà le cas à Mayotte ». Mais non, ce n'est pas du tout le cas déjà à Mayotte. S'il y a eu des restrictions concernant l'aide médicale d'État, il n'en reste pas moins que les clandestins qui viennent ici... Ce qu'elle a certainement voulu dire, c'est que la CMU n'existe pas à Mayotte. Hein. Ce qui est certain, c'est que les migrants qui viennent se faire soigner à l'hôpital de Mayotte bénéficient de la gratuité des soins, contrairement aux Français qui viennent à l'hôpital et qui payent des impôts également pour entretenir cet hôpital. De la même façon que les migrants touchent une allocation de rentrée scolaire. Et toutes ces prestations seront terminées. Tout ce sera absolument terminé. Ils n'auront plus droit
à rien du tout. Troisième volet concerne le logement. La priorité nationale sera mise en œuvre pour l'attribution de logements et particulièrement de logements sociaux. Ce sera la priorité nationale. Les nôtres avant les autres, ça veut dire que les Français auront la priorité sur tout autre ressortissant d'autres nationalités. Est-ce que c'est pas de nature à générer et à créer des ghettos, tout ça? Mais Monsieur Millan, Parce que les ghettos, qui dit ghetto, dit insécurité. Mais Monsieur Millan, pour qu'il y ait ghetto, encore faut-il qu'il y ait des clandestins. Donc les clandestins, ils n'auront plus aucune bonne raison de rester en France, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Les migrants, ils viennent en France parce qu'en France, on les loge, on les nourrit, on les soigne. Ah, c'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de migrants qui viennent, d'abord pour un problème de santé, pour l'école. Eh ben, c'est bien ce que je vous dis, on les loge, on les soigne, on les éduque, on les nourrit, et tout ça gratuitement. Donc, vous savez... Est-ce que c'est pas ça la grandeur de la France? Oui, mais la France est le pays des droits de l'homme, la France est généreuse, mais Michel Rocard, Premier ministre de François Mitterrand, Premier ministre socialiste de François Mitterrand, disait en 1988 à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec un élément nouveau, c'est que la misère, elle existe également chez nos compatriotes français. Il y a beaucoup de Français de conditions extrêmement modestes, aussi bien à Mayotte qu'en métropole ou dans le reste de l'outre-mer, qui font face à des revenus restreints, des gens qui vivent avec de petites retraites de quelques centaines d'euros, qui n'ont que le SMIC pour vivre et qui, à la fin du mois, se retrouvent avec 30, 20 ou 10 euros dont ils se demandent ce qu'ils vont en faire. S'ils vont les utiliser pour mettre du carburant dans leur voiture, pour s'alimenter, ou en métropole pour se chauffer. Et on ne peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça et alimenter tout le monde. Vous avez André Rouget, un discours qui est quasi à la virgule près celui d'Éric Zemmour. Il dit la même chose. On ne peut pas occulter le phénomène Éric Zemmour en métropole. D'abord sur le plan médiatique, ensuite au niveau des sondages, on accorde aux sondages la valeur qu'on veut bien accorder. Est-ce que, puisqu'on parle d'Éric Zemmour et donc que vous êtes en campagne, est-ce que oui ou non, tôt ou tard, que ce soit avant le premier tour, pendant le premier tour, au second tour, il y aura une alliance entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, entre les auditeurs, j'allais dire, les électeurs de Éric Zemmour et ceux de Marine Le Pen? Monsieur Millan. Oui, c'est lui. Nous sommes ici à Mayotte, dans l'océan Indien. Tous les observateurs internationaux s'accordent à dire que le monde est en pleine mutation, qu'il y a une redistribution des cartes géopolitiques, géostratégiques, et que l'avenir du monde se situe ici, dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique. La France, qui, je le disais tout à l'heure, est une grande nation, a la chance d'avoir un bout de terre ici à Mayotte, un bout de terre à l'île de la Réunion, un bout de terre dans le Pacifique, en Polynésie, à Wallis-et-Futuna et en Calédonie. Et Éric Zemmour, qui se veut être un grand penseur, un grand intellectuel, ne semble pas... Ami de Marine Le Pen? Ils se connaissent, oui, ils se sont vus, mais enfin, bon, ces derniers temps, il n'y a pas eu tellement de démonstrations d'amitié. Mais monsieur Éric Zemmour, qui se veut être un grand intellectuel, un grand penseur, n'a pas, par ses propos, fait preuve d'une grande réflexion. Puisque monsieur Éric Zemmour dit qu'il y a trop de Noirs dans l'équipe de France, que l'islam n'est pas compatible avec la République, et puis ses propos sur les femmes, quand il dit « la femme est un butin », bon, tout ça pour dire que s'il était logique avec lui-même, et j'ai eu une conversation récente avec Marine Le Pen, je lui ai dit « écoute, si Zemmour était vraiment logique avec lui-même, il donne l'indépendance à Mayotte et à La Réunion, parce que des gens noirs et musulmans, c'est quand même un peu compliqué pour lui. » Donc est-ce que oui ou non, il peut y avoir une fusion à un moment donné, sur le plan électoral, sur le plan politique, parce que les gens qui sont qui vont dans le sens d'Éric Zemmour et ceux qui vont dans le sens de Marine Le Pen sont pas non plus
archi-éloigné, Monsieur Rouget. Et nous sommes à 6 mois du scrutin. Vous ne pouvez pas répondre à cette question. Nous sommes à 6 mois du scrutin. Une campagne électorale, c'est fait pour que les choses s'éclaircissent. Alors, laissons la campagne électorale se dérouler, laissons les choses s'éclaircir, et rendez-vous dans 4, Mais est-ce 5... que vous écartez complètement cette possibilité ou vous dites... Écoutez, nous sommes en campagne, on n'écarte rien, on verra. D'abord, pour l'instant, je rappelle que à l'instant où nous parlons, Éric Zemmour n'est pas candidat. Oui, bien sûr, mais Éric Zemmour n'est pas candidat. Oui, donc attendons. Il n'a pas encore vendu tous ses livres. Attendons qu'il se déclare, attendons qu'il intègre un certain nombre de choses, et d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, on pourra en reparler. Vous dites, André Rouget, que vous n'écartez aucune hypothèse. On verra au moment de la campagne. Si jamais Marine Le Pen devait s'associer d'une manière ou d'une autre à Éric Zemmour, ou Éric Zemmour avec Marine Le Pen. Je vous rappelle que le 31 octobre 2019, Éric Zemmour a dit « Mayotte appartient aux Comores, c'était une erreur d'intégrer Mayotte à la France ». Si jamais un jour il y a fusion entre les deux, il faudra revenir sur ce plateau et nous expliquer comment et pourquoi. Parce que c'est à l'inverse de ce que dit Marine Le Pen. Vous êtes d'accord avec ça ? Mais totalement d'accord, et vous rejoignez ce que je viens de vous dire, ce qui fait que, assurément, Éric Zemmour ne sera pas le ministre de l'Outre-mer de Marine Le Pen, il sera peut-être son secrétaire d'État au chou farci, moi j'en sais rien. D'accord. Revenons, si vous êtes d'accord, à l'Europe. Et j'aimerais qu'on parle, si vous êtes d'accord, du FEDER. Il y a eu des mouvements de budget, en tout cas des lignes budgétaires qui ont évolué. Si j'ose dire, évolué, parce que selon nos informations, ça aurait largement baissé. Est-ce que vous en savez plus sur cette ligne budgétaire FEDER qui est consacrée à l'outre-mer, ou régions ultra-périphériques? Écoutez, c'est très simple. Le budget du FEDER est voté tous les 5 ans dans la commission dans laquelle je siège, la commission du développement régional. Donc vous connaissez les chiffres? Je connais les chiffres et avant l'été, nous avons voté le nouveau budget du FEDER pour les 5 prochaines années à venir, de 2022 à 2027. Le budget pour les régions ultra-périphériques, dont Mayotte, est passé de 4 milliards 300 millions d'euros pour les 5 dernières années à 1,5 milliard d'euros pour les 5 prochaines années. C'est une baisse énorme. C'est une baisse énorme et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que à part moi et quelques autres, il y a peu de personnes qui s'intéressent réellement à l'outre-mer, à Bruxelles et encore moins à Mayotte. Je pense être à peu près le seul. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur les dotations mahoraises? Ça en aura par la force des choses, puisque l'enveloppe étant moindre, il y aura moins de dotations pour le département de Mayotte. Et tout cela s'est fait, il faut le dire, d'un point de vue de méthode, dans un vote bloqué, c'est-à-dire qu'on vote tous les postes budgétaires ou l'on ne vote rien. Ce qui fait que pour voter le 1,5 milliard de dotation pour l'outre-mer, enfin pour les RUP, j'ai été contraint, j'utilise à dessein le terme de contrainte, de voter, tenez-vous bien, 11 milliards 300 millions de dotation pour les migrants, soit la moitié de l'allocation de la France à l'Union européenne chaque année. Et le poste budgétaire du FEDER en faveur des migrants n'est pas, au sein de l'Union européenne, le seul poste budgétaire. Non mais c'est très très important ce que vous dites là. C'est-à-dire, vous pouvez bien nous répéter pour être bien sûr d'avoir tout compris. C'est-à-dire que vous nous dites qu'aujourd'hui, vous avez voté un budget de plus de 11 milliards d'euros en faveur des migrants, alors que... Pour pouvoir voter 1,5 milliard en faveur de l'outre-mer. C'est le système du vote bloqué, ce que dans notre constitution française, c'est l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, qu'utilise parfois le gouvernement
lorsqu'il est pressé ou qu'il tient absolument à faire passer un texte, sauf que le gouvernement français engage sa responsabilité. Et là, la Commission n'engage rien du tout. Mais qu'est-ce qui vous obligeait à voter ce budget, puisque ça vous semble anormal? Autrement, je me serais abstenu ou j'aurais voté contre, et ça aurait été au détriment des Mahorais et des Français d'outre-mer. Ce que je ne voulais absolument pas. Oui, on a bien compris. Il y a d'autres points pour cette campagne. On a vu les sondages, notamment Ipsos, sur les attentes des Français. Il y a quand même 52% des Français qui espèrent que les candidats parleront emploi. Et c'est la première des volontés des Français. L'emploi. Ensuite vient le pouvoir d'achat, 42%. Ensuite la santé à 27%. La dette publique à 24%. L'insécurité, seulement 23%. Certainement différent à Mayotte. L'enseignement, 22%. Et enfin, l'immigration, 11%. L'immigration qui est votre cheval de bataille. Or, en France, c'est pas le premier... En métropole. En France métropolitaine, ce n'est pas le premier chiffre. Écoutez, Marine Le Pen... Vous vous trompez pas dans la campagne? Écoutez, Marine Le Pen a vocation à être présidente de la République de l'ensemble du peuple français. Par voie de conséquence, au cours de cette campagne présidentielle, elle va aborder tous les thèmes. Elle a d'ailleurs commencé à parler du pouvoir d'achat. Son slogan de campagne est d'ailleurs « Rendre aux Français leur pays et leur argent ». Elle a émis un certain nombre de propositions en termes de pouvoir d'achat, notamment la baisse des taxes sur le carburant, sur l'électricité et l'énergie, une mesure qui, pour nos compatriotes de métropole, génère une économie de 8 € sur un plein de 40 litres de carburant diesel. Donc imaginez ce que ça représente comme économie à la fin du mois pour des gens qui roulent beaucoup. Et comme elle considère que ces postes énergétiques sont des produits de nécessité et que, outre-mer, la TVA doit s'appliquer à taux zéro sur les produits de première nécessité. Ce qui est déjà le cas à Mayotte. Il n'y a pas de TVA à Mayotte. Vous voyez ce qui... En revanche, il y a un octroi de mer qui Vous voyez ce qu'il en est. Donc, elle viendra à Mayotte pendant la campagne présidentielle. D'après nos informations, elle arriverait à la fin de l'année. Elle pourrait venir soit en début d'année prochaine, soit en fin d'année. En tout cas, elle viendra à Mayotte, ça c'est certain. Et elle développera son programme, mais par ailleurs, je sais qu'elle réfléchit à des mesures qui ont déjà fait leur preuve par le passé outre-mer. Elle pense pas réinventer l'eau chaude. Elle pense qu'il faut revenir à des méthodes telles que la loi de défiscalisation, mais en mode loi Ponce, c'est-à-dire défiscalisation complète, ou d'exonération de charges pour les entreprises, tel que cela figurait dans la loi Perben. C'est l'heure de conclure. Juste un petit mot quand même. Vous commencez à bien connaître Mayotte, et notamment certains de nos élus, je pense notamment à Mansour Kamardine, avec qui vous avez travaillé à une époque, parce que, faut-il le rappeler, vous êtes un Chiracien. À la base, vous avez travaillé avec Jacques Chirac. J'ai travaillé avec Jacques Chirac, j'étais au cabinet de Dominique Perben. C'est ça. Et vous avez quitté les RPR de l'époque pour devenir Front National, puis Rassemblement National. J'ai pas quitté le RPR, j'ai quitté l'UMP, précisément parce que... C'était pas assez RPR. Parce que l'ADN gaulliste, patriote, souverainiste était en train de se diluer dans un parti de notables qui oubliait les fondamentaux que sont la patrie, que sont l'autorité de l'État, et que voilà. Et je pense que la personne qui incarne le mieux le gaullisme à l'heure actuelle, c'est Marine Le Pen. Allez, pour conclure, André Rouget, vous allez partir avec quelle image de ce voyage? S'il y avait une image que vous retiendrez de ce voyage, ça serait laquelle? Une seule. L'image que la situation à Mayotte est pire que ce que j'imaginais. Ouais.
Merci. Et que vraiment, il y a un chantier énorme pour les prochaines années à venir. André Rouget, merci C'est moi qui vous remercie d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions et à toutes nos questions. C'est tout pour ce CQFD. Nous, on va se retrouver très prochainement avec d'autres invités, parce que vous le savez, la campagne présidentielle a commencé. On va aller du côté de Paris. On va essayer de vous ramener des interviews de personnalités politiques au niveau national et qui vont donner leur avis et leur regard sur Mayotte. À très bientôt sur CQFD.